si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Bonjour et bienvenue dans cette live session consacrée au networking et à la valorisation de son réseau professionnel. Pour en parler aujourd'hui, 3 invités en plateau. Je vais d'abord présenter Isabelle Chaillot, directrice générale adjointe de Gameka et RC Meka. Bonjour Isabelle. Bonjour. Après 20 ans dans la grande distribution alimentaire dans un groupe notamment anglo-saxon et 10 ans d'expérience dans les postes de direction marketing Europe dans l'industrie pharmaceutique, vous avez fait le choix de reprendre 2 PME dans l'industrie de la mécanique de précision avec votre mari en 2019. C'est ça. Merci Isabelle d'être avec nous. Nous avons également Géraldine Dubois, dirigeante de la société Sous du Pain. Vous êtes diplômée de l'INSA, Toulouse et de l'IFP School. Vous avez entamé une carrière comme ingénieur procédé en France puis en Angleterre avant de reprendre la co-direction de Sous du Pain en 2016 et qui est d'ailleurs une entreprise familiale de 3e génération spécialisée dans la tôlerie fine et le blindage magnétique. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour Géraldine. Bonjour. Et enfin, Yves Laccueil, vous êtes directeur général de GIM, groupe des industries métallurgiques, et vous exercez également des mandats dans le secteur de la protection sociale. Merci à tous les 3, merci d'être là. Alors on va parler de networking aujourd'hui. On parle beaucoup de networking d'ailleurs au niveau des grands groupes. Aujourd'hui, ça nous semblait important de parler du networking aussi au niveau de plus petites structures et notamment de PME. Pourquoi c'est important d'en parler, Yves Laccueil, aujourd'hui ? C'est important d'en parler parce qu'au GIM, qui est une organisation professionnelle, nous avons des administrateurs qui sont des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise. Alors nous avons des dirigeants de grandes entreprises, mais nous avons et des dirigeantes de grandes entreprises, mais nous n'avons pas toujours beaucoup de chefs d'entreprise et de chefs d'entreprise femmes. Et je suis ravi qu'aujourd'hui il y ait 2 femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont sauté le pas. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans les industries, il y a beaucoup d'entreprises de taille petite et avoir des chefs d'entreprise, c'est quelque chose de très remarquable, mais qui ne devrait plus être remarquable, ça devrait être naturel. Voilà. Alors Isabelle, Géraldine, toutes les deux, vous avez dans vos parcours respectifs évolué dans des grandes entreprises avant de devenir toutes les deux gérantes et co-gérantes de vos entreprises que vous occupez aujourd'hui. En quoi le réseau a été important pour vous, le développement de votre réseau? Est-ce qu'il a orienté vos choix? Isabelle, peut-être pour commencer. En fait, le réseau, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Moi, je l'ai appris assez tard, il y a quand même une vingtaine d'années, et je me suis vraiment engagée dans le réseau, dans mes entreprises passées. Mais je me suis dit, le réseau, il faut également le développer quand on est un PME, parce que les PME sont peu connues souvent. Et en fait, en développant ce réseau, notamment au niveau du tissu industriel local, avec le GIM également, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir du recul en fait sur notre entreprise, sur nos métiers et surtout de partager les expériences de chacun. Géraldine? Oui, alors moi je dirais que le réseau dans une grande entreprise, il se fait assez naturellement parce que c'est très, très cadré, on est amené à rencontrer différents interlocuteurs. Et quand on se retrouve dans une petite entreprise, le réseau, il faut le faire parce qu'il permet d'assurer l'activité, parce qu'il permet de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à évoluer dans notre activité et parce qu'il permet de prendre du recul aussi. Et dans une petite entreprise, il se fait de plusieurs manières. Il se fait d'abord avec les interlocuteurs privilégiés de l'entreprise, donc c'est-à-dire experts comptables, banquiers, tout ce qui est administratif. Et il se fait aussi auprès des clients, des écoles qui nous entourent et du GIM, parce que ça nous a semblé rapidement très important de pouvoir se rapprocher du GIM pour se sentir soutenu d'un point de vue social, juridique. Oui, d'ailleurs, comme vous le disiez, le networking est peut-être un peu différent, les codes ne sont peut-être pas les mêmes. Yves Laccueil, quand on est une PME, comment on accompagne ces entreprises-là? Eh bien, justement, quand on est dans une PME, le fait d'être dans une
dans un réseau, ça peut être des organisations patronales, c'est là où je suis, donc je vais vous parler de ça. C'est vraiment un endroit où finalement on échange, on se rassure aussi sur ce que l'on fait, parce qu'on est très seul. Et c'est ce qui vient d'être dit, avoir des capacités d'échanger, de confronter des idées, parce qu'on n'a pas toujours la vérité tout seul. Et quand on est dans une grande entreprise, on la travaille à plusieurs, c'est important. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Et nous souhaitons, nous, avoir au gym plus de femmes administratrices. Alors je dis parce que nous sommes très, très contents, on a franchi un premier petit cap. Nous avons, depuis le mois de mai, 25% de femmes administratrices. Ça paraît, c'est pas beaucoup, c'est pas encore assez, il faudrait au moins 5% de plus. Mais vous savez, nous, nos administratrices, on ne va pas les chercher sur un annuaire d'administratrices comme quand vous êtes au CAC 40. Ce sont des vrais chefs d'entreprise de la vraie vie, comme les 2 personnes qui sont autour de moi. Et justement, on parle de ce secteur de l'industrie qui est quand même encore très perçu comme masculin. En tant que femme dirigeante dans ce secteur-là, est-ce que vous avez rencontré des freins ou est-ce que ça a été un sujet ? Oui. Laissez un petit peu votre réponse. Oui, c'est vrai que quand on a pris cette décision avec mon conjoint de reprendre l'entreprise familiale dans la métallurgie, on s'était dit, est-ce qu'on va arriver à gagner des nouveaux clients? Est-ce qu'on va arriver à continuer l'activité? Et en fait, à développer l'activité. Et en fait, les plus gros freins, ça a été, particulièrement pour moi, ça a été d'être en permanence confrontée au fait que je suis une femme et qu'une femme, techniquement, dans la métallurgie, c'est bizarre. Hein. C'est pas commun. Et c'est vrai que j'ai eu ce frein d'abord vis-à-vis de ma famille, qui m'a toujours encouragée à faire des études scientifiques, et à faire des études, et qui ne comprenait pas trop que je veuille être dirigeante d'une entreprise dans la métallurgie, parce que on voit plutôt un homme dans ce rôle. Et c'est vrai que du coup, mes frères, cousins ont plus été poussés, et finalement, c'est moi qui suis arrivée en disant, en fait, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Et donc, il a fallu vaincre ce frein. Et aujourd'hui, tout le monde dans ma famille va dans la même direction et est très content de la façon dont se passent les choses. Mais c'est vrai qu'il a fallu donner plus de preuves que si j'avais été un homme. Et trouver sa place. Et trouver sa place. Voilà. Même au milieu d'une famille, finalement, puisque vous êtes dans une entreprise, dans un cadre familial, il a quand même dû fallu faire vos preuves. Oui, c'est vrai que mon grand-père et mon père ont dû faire face à pas mal de situations et des discussions plus ou moins fortes avec différents interlocuteurs. Et je pense que on estime qu'une femme n'a pas forcément sa place dans ce genre de discussion, d'autant plus que c'est technique, parce que les femmes sont souvent moins exposées, moins formées. Mais il se trouve que moi, j'avais une formation ingénieur et c'était vraiment notre projet avec mon conjoint de se lancer là-dedans. Et il a fallu ramer, mais finalement, on a fait notre place et aujourd'hui, je parle à mes interlocuteurs sans problème. Mais à chaque fois, il faut se justifier. Et c'est vrai que c'est aussi le cas quand je décroche le téléphone. La personne qui répond me passe le téléphone parce que je m'occupe du côté commercial. Et c'est quasiment une fois par semaine qu'on me dit, avant que j'ai pu ouvrir la bouche pour parler technique, qu'on me dit non, mais j'aimerais bien parler à quelqu'un techniquement. Donc, donc à chaque fois, il faut faire ses preuves en tant que femme. Il faut continuer à justifier sa place. Voilà, chose que je n'avais pas du tout dans une grande entreprise où c'était assez naturel qu'une femme puisse parler technique. D'accord, donc ça c'est quelque chose que vous observez plus particulièrement dans ce cadre-là d'une entreprise de structure plus réduite. C'est vrai. Est-ce que, Isabelle, cette question de la légitimité, elle s'est posée aussi pour vous? Oui, elle s'est posée parce que c'est vrai que le projet au départ, le choix des sociétés, ce n'était pas mon choix, c'était celui de mon mari. Je l'ai rejoint dès le début finalement, parce que j'étais aussi en questionnement par rapport au fait de changer de métier ou changer de secteur d'activité. Et la légitimité, oui, elle est arrivée elle est arrivée au fur et à mesure, parce que moi je ne venais pas du tout de métier technique, hein. J'étais plutôt dans la grande distribution, dans le retail, même si j'avais passé 10 ans dans l'industrie, où je me suis vraiment développée et j'ai beaucoup appris. Le plus dur, c'était le côté technique, en fait. Mais on l'apprend finalement au fur et à mesure des années. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant au bout de 3 ans et demi. On peut challenger au niveau technique, mais il n'y a pas que le technique de toute façon dans la gestion d'une entreprise. Donc le fait de développer son réseau aussi à l'extérieur, c'est une compétence aussi qu'il faut développer pour attirer, pour développer la marque employeur, pour aller chercher aussi
je dirais, il faut aller chercher les femmes pour rentrer dans le monde de l'industrie. Donc il faut lier des partenariats avec les lycées professionnels, les chambres de commerce, essayer de comprendre en fait comment fonctionne aussi le système pour aller chercher les bonnes personnes aussi à l'extérieur, et puis avoir ce rôle aussi, je dirais, ce rôle d'interface aussi avec les acteurs extérieurs, les clients surtout. Moi, j'ai plutôt cette fibre commerciale, et de travailler avec les fournisseurs pour challenger en fait chacun dans l'écosystème en fait. Si vous permettez, Bien sûr, oui. je voudrais rajouter quelque chose en ce qui concerne, j'espère que je ne vais pas trahir un secret, mais je veux quand même le dire. C'est d'autant plus remarquable parce qu'on a l'impression qu'effectivement les femmes sont exclues de la technique, ce qui est tout à fait hallucinant. Et alors ça l'est d'autant plus que dans le cas particulier, Géraldine a repris une entreprise, on peut le dire, qui faisait de la tôlerie fine, et que, étant ingénieure, elle a justement elle a transformé ce métier en un métier à valeur ajoutée, qui est le blindage magnétique, et qui a un impact quand même, je crois, très positif sur le développement de l'entreprise, sa valeur ajoutée, les niveaux de prix, parce que tout d'un coup, vous ne vendez plus la même chose, vous vendez de la protection, vous vendez de l'ingénierie. Oui, alors si je peux me permettre, en fait, le blindage magnétique existait déjà dans la production, mais nous avons développé le côté bureau d'études pour les blindages magnétiques. Voilà, donc ça veut dire que l'entreprise a enrichi sa valeur ajoutée avec l'arrivée de Géraldine. C'est quand même assez remarquable. Du coup, par rapport à ça, Yves Lacueille, sur la perception qu'on peut encore avoir finalement de ces métiers qui sont très masculins, comment vous les accompagnez, vous pouvez accompagner ces femmes qui prennent leur place de manière très légitime. Comment on peut, au niveau du réseau, faire en sorte qu'on se débarrasse de ces perceptions? Nous, au gym, on a de la chance parce que les équipes du gym sont féminisées à 75%. Donc le sujet de l'égalité professionnelle se pose plus pour les hommes que pour les femmes, et tant mieux. Cela étant, je pense que c'est à nous d'agir, notre domaine d'intervention et aussi celui de la formation, de l'apprentissage et de la promotion des métiers. Et c'est là où nous menons des actions dans ce domaine pour lutter contre ces métiers genrés. Ça n'a aucun sens. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de mathématiques, on s'aperçoit que dans les filières, jusqu'avant l'ancien bac, il y avait un nombre de femmes très importante dans ces filières, mais on en retrouvait beaucoup moins dans les classes préparatoires, ce qui est dommage. Aujourd'hui, je vois des industriels qui nous disent, nous, on a même pas 20% de femmes ingénieurs dans les écoles où nous recrutons. Alors on ne recrute pas que des ingénieurs, mais ça veut dire que quand ils arrivent à un taux de féminisation à 30%, 35%, quand il y a la moitié d'ingénieurs dans une entreprise, quelque part, ils ont fait le plein naturel. Donc ça veut dire qu'il faut sûrement encourager très tôt. Et moi, j'ai cette conviction très profonde, c'est peut-être mon vieux passé d'ingénieur, que ces métiers techniques ont beaucoup d'avenir et beaucoup plus d'avenir que d'autres métiers qui sont peut-être choisis aujourd'hui. Ouais. Voilà. Isabelle ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis rapprochée certes de centres de formation, mais un centre d'usinage est tout à fait accessible à des femmes, à des jeunes femmes, dans la mesure où, en plus, souvent, les filles au niveau du bac et même après sont à 50% présentes dans les structures, quoi. Donc elles sont tout à fait capables, et on est dans l'industrie, mais haute technologie 4.0, où il faut savoir manier, calculer, programmer. Certes, il y a du réglage d'outils, mais c'est tout à fait accessible. Et au contraire, moi, j'ai besoin de femmes pour augmenter aussi ce ratio de la parité, et parce que la parité est création de valeur aussi. Les façons d'approcher les problématiques sont différentes. Donc, et c'est bien d'avoir une vraie mixité au sein des équipes et des métiers techniques. Cette question générationnelle, on en parlait tout à l'heure dans le cadre familial, cette perception aussi des anciennes générations. Là, on a aussi une nouvelle génération qui arrive, de femmes et d'hommes. Est-ce que vous voyez les choses bouger sur ce plan-là, dans vos métiers? Est-ce que vous sentez que ça se rééquilibre? Oui, mais alors vraiment très lentement, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. On n'imagine pas une femme dans les métiers techniques, à la tête d'une entreprise. Donc non, moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. C'est vraiment petit à petit qu'on voit une évolution, mais c'est très lent. Oui, alors on est sur les assises de la parité, où la thématique c'est justement l'accélération. Quels sont les leviers qui nous permettraient de faire accélérer? Il
faut faire connaître, je pense, il faut faire connaître les métiers de l'industrie. Il faut faire assez tôt, dans les classes de seconde, de troisième, hein, au lycée, faire visiter les entreprises, montrer ce qu'est le métier d'aujourd'hui dans les entreprises. C'est plus de l'huile, de la graisse, au contraire. Il y a certains robots aussi qui sont là, mais c'est vrai que dans les formations, il y a souvent 1 ou 2 filles par promotion, et ça, il faut le changer. Il faut faire aimer le métier de l'industrie. Et montrer qu'il y a de l'évolution possible, il y a des vraies carrières possibles, même pour les filles. Je peux ajouter quelque chose, il reste un inconscient collectif encore très fort et un biais qui est assez hallucinant. Alors on va essayer de ne pas mettre 33 ans, c'est ce qui était dans le jingle. Moi, quand je regarde au gym, en 3 ans, on a gagné 7 à 8% en taux de féminisation, ce qui est quand même pas si mal que ça. Je crois que c'est à force d'en parler, d'insister, de mettre en valeur un certain nombre de personnes, un certain nombre de parcours, ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je trouve remarquable. Deux chefs d'entreprise qui sont là ont brûlé leur vaisseau, se sont mis en situation d'inconfort. Il faut vous dire que le passage de la crise sanitaire, quand vous êtes dans des entreprises comme celle-là, voilà, vous voyez tout de suite à leur tête, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Il a fallu d'ailleurs qu'on soit très présent pour les accompagner. Heureusement, on était, je pense, au rendez-vous, mais ça a nécessité quand même des responsabilités que l'on n'imagine pas. Vous avez vraiment responsabilité d'âme et de corps. Et ces sujets-là, qui rendent ces métiers particulièrement riches et passionnants, sont aussi difficiles, mais ils sont parfaitement, je veux dire à ma façon, ils sont souvent bien mieux maîtrisés par des femmes que par des hommes sur des sujets comme ça. Donc vraiment, il faut ouvrir les portes. Et voilà. Et vous parliez d'une période qu'on a vécue et qu'on continue encore un petit peu à vivre, difficile. Comment le gym, du coup, se mobilise dans ces moments-là auprès des entrepreneurs et des dirigeants? Quand vous avez eu sur cette période 13 protocoles sanitaires successifs, il faut à chaque fois, protocole après protocole, passer les informations et puis au téléphone, par mail ou ailleurs, ou en webinaire, etc. Donner toutes les recommandations, les préconisations, faites ci, faites ça, non ça vous pouvez pas, etc. Si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Ah bah vous risquez d'aller en prison, donc faites pas. Si je fais ça, non mais c'était ça. Hein. Enfin, je suis désolé, mais et puis en revanche, faites ça aussi. Et puis ça a du bon sens de faire ça, même si on vous le demande pas. Donc c'est tout ça qu'il a fallu faire. Parce que notre métier, finalement, c'est d'être... Nous sommes des passeurs. Nous transformons la complexité juridico-administrative dans le domaine social, qui est quand même extrêmement forte, pour la rendre plus digeste, justement pour des entreprises plus petites. Les grands groupes savent se débrouiller avec ça. Ils ont besoin de nous challenger techniquement sur des questions fines. Mais le quotidien, c'est avec des entreprises comme celle-là que nous avons une vraie valeur ajoutée. Et je peux vous dire que quand des personnes viennent assister, par exemple, je pense à la commission des PMI que Géraldine va rejoindre dans quelques jours maintenant, dans quelques semaines. Et vous avez des chefs d'entreprise qui ont vécu la même chose et qui, ensemble, se retrouvaient régulièrement toutes les semaines pour se mettre d'accord sur les positions qu'ils prenaient. Et d'ailleurs, ce qui nous aidait, nous, à les relayer à tous les autres. Donc ce travail de mise en réseau d'un certain nombre de chefs d'entreprise bénéficie à tous les autres. Pouvez-nous préciser la commission des PMI? Eh bien, au sein de nos instances, nous avons des administrateurs, nous en avons un certain nombre, et nous avons, parce que nous considérons que les PMI ont un point important, il y a une commission qui est dédiée, et vous avez donc une douzaine de chefs d'entreprise qui sont tous chefs d'entreprise, propriétaires de leur entreprise. Donc, ils sont des PMI quelquefois jusqu'à 250 salariés, donc c'est des grosses PMI, mais quelquefois seulement 8 ou 10 salariés. Et vraiment, ils échangent sur des thématiques qui sont vraiment les thématiques propres à ces entreprises. Parce que quand vous êtes dans un très grand groupe, j'étais dans un grand groupe, vous avez des sujets très complexes, mais très différents aussi. Donc c'est pour ça que nous faisons porter cette voix, pour que nous ayons une très grande, je dirais, un consensus sur les positions que nous prenons. Et notre commission des PMI, quand elle prend des positions sur un certain nombre de sujets qui sont importants pour elle, on s'assure qu'on va les respecter partout dans notre branche. Et Géraldine, Isabelle, le fait de faire partie de ces réseaux-là, ça change quelque chose au quotidien? Oui, parce qu'on se sent soutenu en fait. On a souvent les mêmes problématiques abordées peut-être différemment, et ça donne des idées aussi pour avancer plus vite. Pour partager les bonnes idées, ce qui marche, et voilà, et partager peut-être aussi ce qui ne fonctionne pas chez nous, et échanger en fait. Donc on se sent vraiment soutenu. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on dirige une petite entreprise, on a énormément de sujets à gérer en parallèle, souvent avec un rythme soutenu. Et le risque, c'est de s'enfermer dans sa bulle et de ne pas prendre de recul. C'est très difficile de prendre du recul quand il y a tout le temps des urgences plus ou moins importantes.
enfin qui paraissent plus ou moins importantes, mais qui toutes peuvent bloquer l'engrenage de la société. Donc c'est important de prendre du temps pour prendre du recul, pour être sur des tâches moins productives, mais qui permettent de se confronter à d'autres chefs d'entreprise, à d'autres visions. C'est motivant, on apprend. On peut trouver des opportunités commerciales aussi. On voit la façon que les autres peuvent, la façon dont les autres peuvent aborder les choses, et c'est vraiment enrichissant. Et puis ça permet, comme vous le disiez tout à l'heure, de sortir aussi de cette forme de solitude par laquelle Solitude du dirigeant, tout à fait. du dirigeant que vous rencontrez. Et puis apporter des solutions très concrètes. Je vais prendre un exemple. En Ile-de-France, on parle beaucoup des difficultés de transport. Quand vous avez des usines qui sont à la périphérie de l'Île-de-France, souvent vous avez des salariés qui viennent en voiture. Mais il n'y a pas très longtemps, un chef d'entreprise, une entreprise de 65 salariés, qui nous dit, moi, j'ai mis 2 bornes électriques dans l'entreprise. Les gens qui viennent avec une voiture électrique, ils se rechargent dans la journée. Pour que ce soit un avantage en nature, que l'URSSAF ne m'embête pas, je leur demande de payer 10 € par mois. Et comme ça, ils viennent et le sujet du carburant, du risque n'est pas posé. Et donc, vous avez des salariés qui ont dit, eh ben, j'ai acheté en l'occurrence, une voiture électrique d'occasion un peu ancienne, pas trop chère. Et ils viennent comme ça, et le sujet du transport, c'est une solution très pragmatique. Tout d'un coup, il y en a qui disent, ah ben, c'est pas bête ton truc, je vais faire pareil. Vous voyez, c'est ça, j'ai pris un exemple qui peut paraître anodin, mais je pense que le diable est dans les détails, et c'est à force de traiter tous ces sujets qu'on crée du bien-être, de l'efficacité dans les entreprises, et le réseau y contribue. J'en profite, j'ai fait de la pub pour les bornes électriques. Voilà. Ce qui est une bonne chose aussi. On a des fabricants de bornes électriques qui sont des entreprises de tôlerie d'ailleurs. Ben oui, il faut les mettre dans des boîtes. Vous partagez ce point de vue-là sur le fait que voilà, ça vous permet aussi d'avoir des solutions concrètes et opérationnelles. Tout à fait. Oui, on se voit régulièrement tous les 2 mois. On peut s'appeler aussi entre membres du comité. On peut même développer son business si besoin. Voilà, chacun donne sa position actuelle et en fait, il y a des choses qui transpire et qui se dit ah bah oui tiens, j'aurais pu aborder ce sujet différemment et même développer ses activités commerciales parce que c'est le cas parce que on est souvent des entreprises complémentaires, des sous-traitants, donc il y a je dirais du développement commercial tout à fait possible, et c'est surtout développer aussi son réseau quand on a une particularité ou une problématique bien précise, de partager son réseau pour aller justement résoudre, avoir des noms de personnes à rencontrer. Tiens, moi j'ai eu la même problématique 2 ans avant, tu devrais aller voir un tel parce que voilà, pour en discuter et résoudre cette problématique rapidement. Parce que, comme disait Géraldine, on traite énormément de sujets dans la journée, que ce soit du RH, du fournisseur, du client, du bâtiment, enfin un peu de tout, du RSE. Et donc, voilà, il faut passer de l'un à l'autre, mais il faut aller très vite si on veut régler, parce que souvent, tout s'enchaîne. Et si on ne règle pas un problème, on ne peut pas régler les autres. Donc, il faut, voilà, dans les PME, c'est ça, il faut être couteau suisse. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes au four ou au moulin. Voilà, tout le temps. Et du coup, comme vous le disiez, ça prend du temps. Donc, il y a la nécessité d'entretenir le réseau, on l'a bien compris. Oui. Il y a des objectifs que vous vous donnez dans votre networking. Alors, j'entendais des aspects commerciaux, le fait aussi de se sentir moins seul. Est-ce que quand vous développez votre réseau, vous vous donnez des objectifs particuliers sur ces... En fonction de la problématique, je dirais, de l'entreprise, oui. Moi, j'aimerais bien... je travaille beaucoup sur les stages et l'apprentissage. Moi, j'aimerais donc je développe cette année l'apprentissage. Je voudrais passer de 1 à 2 apprentis, qui pour nous est quand même énorme quand on a une structure de 11 salariés. Donc passer de 1 à 2, pour moi, c'est quand même doubler le chiffre. Et dedans, j'aimerais attirer, si possible, une jeune femme. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre de l'attirer cette année, mais c'est vraiment développer la marque de l'entreprise pour développer toute la communication autour, les réseaux sociaux, travailler, aller partager, aller les rencontrer, travailler, aller visiter la FORP, par exemple, qui est très en lien avec le gym en termes de formation pour développer le partenariat aussi, et puis engager des femmes. Mais il faut aller, je pense, aussi avant. Voilà. Moi, je travaille beaucoup. En termes de RSE, on a beaucoup travaillé avec le lycée de Rambouillet sur des projets sociétaux avec le Bénin. Voilà, tout ça fait qu'au fur et à mesure quand on additionne, je dirais, le nombre d'années, on arrive à
à grandir et développer sa marque employeur pour que les jeunes veuillent venir nous voir et puis voilà, se développer aussi. Parce Donc que le réseau, c'est important voilà, aussi pour ça. voilà, Ouais. c'est pour ça. Et puis bon, il y a le réseau plus, je dirais, entrepreneurial, travailler avec la CCI locale, nous on est basé à Guyancourt avec Saint-Quentin en Yvelines, hein, qui est quand même la deuxième zone d'activité en région parisienne. Donc voilà, travailler sur tout le tissu industriel, relationnel, sur des problématiques qui peuvent être dans les grandes entreprises, mais qui à un moment donné nous touchera aussi. Par exemple le RSE. Ouais, C'est adapter le RSE, c'est adapter aussi le RSE à sa structure d'entreprise, voilà, avec des problématiques différentes. Alors le recrutement, le RSE, Géraldine, vous avez d'autres enjeux également, ou peut-être les mêmes, sur ce développement de réseau? Alors c'est vrai que nous, on s'est rapidement rendu compte que la difficulté, ça allait être le recrutement, trouver des nouveaux collaborateurs pour travailler dans notre atelier. Et on s'est rapidement concentré de la même façon sur le réseau établissement scolaire pour la formation, pour pouvoir trouver des apprentis pour travailler chez nous. C'est la même chose, nous on aimerait passer à 2 apprentis en septembre. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie pour peu de retours, mais on a développé un réseau avec les lycées technologiques, techniques autour de chez nous. On a réalisé des présentations dans ces lycées. Il va y avoir des portes ouvertes chez nous. Donc c'est vrai que c'est un réseau qui est primordial pour notre activité. Est-ce que le gym, du coup, j'imagine que vous êtes au plus près de ces problématiques. Est-ce que vous les accompagnez sur ces sujets précis? Alors oui, sur la promotion des métiers, bien sûr. On va pour la semaine de l'industrie cette année chercher à équiper toutes les entreprises avec tout un petit package d'accompagnement, de présentation pour qu'un chef d'entreprise qui a pris un contact avec un lycée, un collège à côté puisse organiser une visite ou se déplacer, intervenir avec les supports, les visuels, les bouts de film, etc. qui vont bien. Et puis surtout dans nos objectifs, moi je rends compte que le fait que nous ayons plus de femmes au conseil d'administration fait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, il y en a un qui m'a fait une remarque à la fin, il n'y a pas très longtemps, qui me dit « Il y a beaucoup de femmes au conseil d'administration maintenant ». Je dis « Oui ». Il me dit « Oui, oui ». Et puis en fait, je dis « Ça vous donne des idées ». En fait, c'est quelqu'un qui a, parmi ses enfants qui potentiellement pourraient reprendre l'entreprise, et je pense que la personne la plus intéressée est une fille. Et dans une situation où justement, je crois que si des exemples comme ceux que nous venons de voir l'incitent à dire mais bien sûr je vais donner les clés de mon entreprise à ma fille parce que c'est elle qui veut le faire, on aura fait œuvre utile. Donc c'est ça. Vous savez, œuvre utile, c'est la somme de plein de petits sujets. Quand vous avez un chef d'entreprise qui dit je viens de mettre un vestiaire et un sanitaire femme parce que j'étais seulement pour des hommes-femmes, alors qu'il n'y a pas de femmes dans son atelier. Au début, on dit mais pourquoi vous mettez ça? Pour les femmes, mais il n'y a pas de femmes. Et on va commencer par mettre ça, comme ça il pourra y en avoir. Voilà. Et 6 mois plus tard, il y en a. Vous savez, c'est la somme de tous ces sujets-là qui font que une femme qui arrive dans une entreprise va dire on a pensé à moi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut promouvoir. C'est plein de réflexes, de pratiques au quotidien qui évitent que tous nos métiers soient genrés. Parce que je vous garantis, il faut visiter des usines, il faut voir ce que c'est aujourd'hui, des endroits où vraiment vous êtes comme dans un laboratoire pharmaceutique tel qu'on l'imagine. Et ce sont des industries qui travaillent le métal ou plein d'autres choses. Voilà. C'est en effet la question du genre, en fait, elle revient quand même systématiquement. On la voit aussi dans les enjeux de recrutement, que c'est difficile d'aller. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des écoles? Comment on peut aller chercher la jeunesse sur ces métiers-là? Alors, on a par exemple, en Ile-de-France, nous avons un partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, où nous avons fait tourner des usines éphémères, c'est-à-dire tout un parcours d'entreprise avec des usines et des machines d'usinage qui tournent. Et quand vous expliquez tout le processus de conception, de fabrication, avec le processus achat, également le processus RH, il y a toute la vie d'une entreprise, quand vous avez des collégiens et des collégiennes qui ont donc 14-15 ans et qui voient ça, qui disent mais je me souviens, il y en a une qui passe et qui dit mais c'est comme un jeu vidéo. Oui, parce qu'une machine d'usinage, ça se commande, c'est la machine qui fait le job et vous avez à maîtriser la machine. La pénibilité n'est pas chez vous. Et c'est ça, tout d'un coup, qui fait que je pense qu'à force de semer des petites graines comme ça depuis des années, auprès de milliers de personnes, on va finir par, je pense, avoir quelques retours. Nous avons des femmes apprenties qui nous disent, qui sont en alternance, qui nous disent on a choisi l'alternance parce que, de façon concrète, on sait que ça va nous amener un emploi. Les filles sont souvent plus pragmatiques que les garçons. Moi, je sais, j'ai les 2 modèles à la maison, donc il n'y a pas de doute. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et la deuxième chose, c'est que certaines nous ont dit, quand on les interrogeait, mais nous faisons des choses qui sont belles.
Parce que quand vous faites une pièce mécanique un peu complexe, une ailette d'un réacteur ou quelque chose comme ça, les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ce sont des métiers qui ont du sens. Et les femmes sont souvent plus sensibles à ça que les hommes. Je vous voyais réagir, Géraldine, Isabelle, sur la D'autant terme. plus, nous, dans la mécanique de précision, petite PME, on fabrique la pièce de A à Z, on reçoit un plan et donc la personne est responsable de sa pièce. Donc on crée vraiment de très très belles pièces, complexes, simples. Il peut y en avoir des très simples, mais des très complexes. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on dit des petits bijoux, quoi, et avec une vraie complexité. Et les salariés sont fiers de ce qu'ils créent, parce qu'ils sont responsables de A à Z et ils se sentent responsables. Et c'est pour ça que l'usinage, c'est vraiment un très beau métier. Oui, tout à fait. Et je ne pense pas que la difficulté soit sur la réalisation, mais vraiment parce que les femmes ne se sentent pas légitimes à aller vers ce genre de métier. Elles pensent qu'elles n'auront pas leur place, qu'elles n'auront pas les capacités à le faire, capacités intellectuelles, et il faut pouvoir changer ça. Pourtant, on a autour de cette table des rôles modèles quand même, de femmes qui ont réussi. Les femmes aiment créer des bijoux, mais elles ne veulent pas créer des pièces. Et c'est dommage parce que les pièces sont... Ça peut être de vrais petits bijoux. Ah oui, tout à fait, en termes de complexité. C'est des pièces qui arrivent quelquefois sur des moteurs de Formule 1, des choses comme ça. Hein. Voilà, ce sont quand même des pièces complexes et très performantes. Toutes les deux, vous dirigez vos entreprises avec vos conjoints, si je ne me trompe pas. Oui. Donc vous avez formé des binômes paritaires. Oui. Comment ça se passe de travailler à deux? Parce qu'on parlait de la solitude tout à l'heure, mais il y a du coup une solitude à deux. Oui, une solitude partagée. Partagée, voilà. Une solitude partagée. C'est vrai. Non, après, il faut trouver. C'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat à deux, on se connaît en tant que mari et femme à la maison, l'éducation des enfants, l'éducation du couple, mais travailler ensemble, ça n'est jamais arrivé, même si forcément on parlait à la maison de ce qui se passait dans la journée. Mais après, il faut que chacun puisse trouver son rôle, en fait. Et puis, chacun doit travailler sur ses forces, en fait, pour vraiment apporter. Mais ce qui est bien, c'est que on se challenge, en fait, sur les grands sujets aussi. En disant, moi, peut-être qu'il faudrait... Je le vois plutôt comme ça que comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut être complémentaire, en fait. Ça n'a pas toujours été facile, mais au départ, parce qu'il faut apprendre aussi à se connaître au sein du travail et de l'entreprise, des problématiques. Mais non, c'est tout à fait jouable. Il faut que chacun prenne sa place. Chacun sa place. Après, il y a toujours la femme d'eux. Et donc, aussi, en termes de parité, la femme, elle doit aussi s'affirmer sur ses forces, sur le management, sur gérer les équipes. Il faut s'affirmer. Il faut que chacun ait son rôle, en fait. Pour moi, il ne doit pas y avoir quelqu'un en retrait. Voilà. Oui, c'est encore la femme d'eux et pas le mari d'eux. Voilà, ça dépend pour certaines personnes, c'est toujours la femme d'eux. Mais maintenant, en termes de, je dirais, asseoir sa légitimité, je pense que chacun est arrivé à trouver sa place. trouver sa place. Je voyais Géraldine réagir sur mari d'eux. Non, c'est vrai, pourquoi ne pas dire ça? Vous partagez l'expérience? Alors, moi, je trouve qu'être un binôme pour gérer une entreprise et gérer une famille, quand ça marche, c'est assez pratique et enrichissant parce que du coup, si on arrive à partir du principe que être une femme, ça ne veut pas forcément dire gérer toutes les tâches ménagères et gérer toutes les tâches administratives et qu'au contraire, on part du principe que chacun a des points forts, des points faibles, qui sont propres à sa personne et pas à son genre. Au final, on avance ensemble et on s'épaule et c'est assez efficace comme binôme. Donc, alors, c'est pas toujours tout rose, hein, évidemment. mais moi, je vois ça plutôt comme un avantage de pouvoir travailler en couple. Je trouve ça assez dynamique. C'est des cas de figure que vous rencontrez beaucoup au gym? Alors, beaucoup non, mais on en cherche et puis on en trouve et on va encore retrouver d'autres. On a quelques idées encore. Mais il faut susciter des vocations et c'est un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui. Nous en sommes ravis, c'est vrai. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Est-ce que vous aimeriez partager un sujet en particulier? On est sur le networking, on sait un petit peu... Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose. Vous avez vu, vous avez deux chefs d'entreprise de PMI qui vous ont expliqué pourquoi ça avait du sens. Nous sommes, partenaires pour la deuxième année des assises. Nous étions là l'an dernier avec des personnes d'ailleurs qui étaient de plus grandes entreprises.
Je pense que un des sujets, moi, qui me frappe une femme qui travaille, c'est que souvent, elle a tellement de contraintes matérielles, pratiques, et notamment de vie familiale, Géraldine l'évoquait, qu'elles ont une gestion de leur temps qui est millimétrée. Ce que je comprends et ce qui est évident. Et passer du temps dans des organisations comme les nôtres, par exemple, c'est du temps qui est bouffé, qui est consommé. Mais vous savez, c'est comme quand vous faites des rendez-vous commerciaux, de temps en temps, vous allez voir un client pour rien, et souvent sur les meilleurs rendez-vous, parce que c'est là où vous apprenez des choses, où les gens sont contents de vous voir, vous expliquent quelque chose, et vous en sortez enrichi. Et moi, je pense que le temps qui est consacré par une femme qui a des responsabilités comme dirigeante, pas forcément top niveau, mais dans une entreprise d'une certaine taille, c'est l'occasion pour elle de s'aérer, de regarder des choses différentes, d'avoir des gens qui font des métiers assez voisins, mais dans des environnements différents. Je vais prendre un exemple, dans nos instances, au niveau du bureau, donc l'équipe qui entoure le président, nous avons le patron de la production industrielle, ce sont 2 hommes, je suis désolé, mais nous avons le patron industriel de la production de Naval Group et nous avons celui de Dassault Aviation. Ce sont des alter ego. Ils sont dans des métiers, alors de temps en temps, on met des trucs, enfin ils se complètent un peu, parce que de temps en temps, on fait atterrir des avions sur des bateaux. N'empêche que surtout, mais ils ne se connaissaient pas, et en fait, ils ont un certain nombre de thématiques sur lesquelles ils ont beaucoup à partager. Et eux, ils viennent, ils sont très assidus. Et quand vous avez quelqu'un également du secteur automobile qui a des responsabilités un peu différentes, on a des discours qui sont extrêmement intéressants. Il y a une passerelle, et où ils viennent, ils sont très assidus parce qu'ils disent, dans un lieu comme celui-là, dans un temps qui est assez court, parce qu'on essaye de ne pas perdre notre temps dans des organisations comme ça, on échange les uns et les autres sur nos actualités, nos préoccupations. On a des informations sur ce qui se passe dans notre environnement et on réagit de la bonne façon. Et puis on participe à la gouvernance d'une structure. Donc dans un temps resserré, je pense qu'on a un concentré d'informations, de choses qui permettent de prendre la hauteur, que l'on soit dans une entreprise de taille plus petite, et également dans une grande entreprise. Donc je dis, mesdames, s'il y en a qui nous entendent, qui sont des dirigeantes pour un certain niveau de leur entreprise, c'est bien qu'elles s'impliquent dans des organisations comme celle-là, parce que si c'est bien organisé, alors puis c'est à elles d'y veiller, elles ont le droit de réagir si ça n'est pas le cas, elles ne perdront pas leur temps. Donc cette gestion du temps millimétré, que je comprends bien avec toutes les contraintes qu'elles ont, il faut prendre un petit élastique pour laisser un peu de place. C'était trop long. Non, c'est important parce qu'on n'a pas forcément le retour tout de suite, mais sur le long terme, on l'a. Ça, c'est évident. Pour conclure, peut-être, Géraldine sur cette Non, question ce que je voulais ajouter par rapport au côté réseau et au fait qu'une femme soit impliquée en tant que chef d'entreprise dans le réseau, il faudrait parler aussi du fait qu'une femme, ce qu'on ne pourra pas changer, c'est que c'est elle qui fait les enfants. Et une fois que les enfants sont faits, on peut partager les tâches, mais il y a toujours un moment, pendant la grossesse et les premières semaines, où une femme va être plus indisponible. Et c'est vrai que le côté réseau, qu'on met beaucoup de temps à construire, et ben si une femme part en congé maternité, donc en tant que chef d'entreprise, je mets des guillemets pour le congé maternité, parce que rapidement, on gère quand même un certain nombre de choses. Elle est indisponible pour tout ce qui est réseau, parce qu'évidemment, quand on est moins disponible, et ben on va sur les urgences. Et c'est vrai que les dernières années ont un peu changé les choses de ce côté-là, avec tout ce qui était réseau en visioconférence, et qui était plutôt bénéfique, je pense, pour les femmes à ce niveau-là, parce que ça a permis de rester impliquées et de ne pas avoir à tout reconstruire une fois qu'on rentre là-dedans. La fameuse charge mentale Voilà, tout à fait. qui revient. Merci à tous les trois pour cet échange très riche et ce partage d'expériences qui fait du bien parce qu'en effet, on a besoin d'entendre ces parcours-là. Merci encore d'être intervenus sur cet atelier et puis belle route à vous, belle poursuite et belle poursuite à vous sur les assises de la parité. Merci. Si rien ne change, Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com.